Bonsoir, soyez les bienvenus dans Backcheck XXL. On est content, on a passé une bonne soirée, on s'est bien amusé. C'est pas encore terminé puisque l'on va vous résumer tous les matchs, tous les buts, tous les faits saillants de cette nouvelle soirée de National League. Mais on va commencer peut-être, messieurs, dames, par vous résumer un petit peu de manière générale cette soirée. Derby roman, Genève sur le fil. Un grand Harry Personen donne la victoire à Langnau. Et puis, bien est en crise, mesdames et messieurs, une défaite consécutive à Zug. Et on vous parlera aussi de NHL, on aura un sujet sur le coach assistant de Fribourg-Gotteron. Tout ça, c'est dans Backcheck, mais c'est juste après le grand monsieur de la soirée. Oui, Florence l'a dit, c'est Harry Pessonen qui a inscrit 2 buts, 1 assist ce soir pour donner la victoire à Langnau. Gilles Montandon, Florence Schelling, Stéphane Rochette, l'équipe de choc ce soir pour vous faire mener un Backcheck XXL du tonnerre. Et on va sans plus tarder attaquer la première rencontre qui nous intéresse ce soir. C'était bien sûr la formation de HC Davos que l'on dit à la dérive et qui se doit de se ressaisir, mais on ne sait jamais vraiment à quel moment face à des Zurichois qui aussi alternent des fois le bon, des fois le mauvais dans ce début de saison. Et ça a été un petit peu le résumé de cette rencontre, avec des hauts et des bas de chaque côté. Ça commence très bien pour le HC Davos qui, on va le signaler, ne joue pas avec Lindbeck dans les buts, mais avec le retour de Perttu Lindgren dans l'alignement offensif et toujours Anton Rudin qui joue son deuxième match. Et c'est l'ouverture du score. 1-0, André Sambul, le premier but de cette soirée. Florence, le gardien, là, paraît pas très bien, laisse son premier poteau ouvert, mais il n'a plus le contact des yeux avec le puck. Exactement. Dès que le gardien ne voit plus le puck, ça devient très, très dangereux. Et puis, dans ce cas-là, c'était facile pour faire le but. 1-0 et même 2-0 ensuite pour le HC Davos qui réussit parfaitement son entrée dans cette rencontre. Le fait de jouer à domicile, peut-être d'avoir un signal fort aussi de l'entraîneur de ne pas avoir titularisé le gardien étranger, eh bien ça va se signifier avec ce 2-0 signé Dario Meyer qui va pouvoir, eh bien finalement, quand il va pouvoir être diffusé... On l'a montré juste avant. Ah, vous l'avez déjà vu? Pendant qu'on parlait, ils l'ont montré. Évidemment, c'est un gars qui s'est présenté seul. Il a déjà joué le gardien. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite, ça va très vite. Quand on parle, on ne peut pas regarder en même temps. Non, c'est vrai, on l'a lancé. C'est un super joli Bref, but, il est passé le deuxième, c'est 2-0. Donc 2-0 pour Davos. On va reprendre la bonne marche. Et à ce moment-là, eh bien, on se dit, tiens, Davos va passer une très bonne soirée. Eh bien, Zurich, finalement, revient dans la rencontre avec la réduction du score. Gilles, avant la mi-match, signé Klein. À noter que sur cette réussite, on jouait à 4 contre 2 pendant un moment parce qu'il y avait un mauvais changement de ligne de la part des Davosiens. Oui, effectivement, avec l'armada offensive de Zurich, ça ne pardonne pas. Il y a même les défenseurs qui se projettent en attaque. Effectivement, puck récupéré en contre et puis rebond favorable, goal. 2-1 et 2-2. Ensuite, Zurich monte dans les tours dans cette rencontre et vous le verrez dans l'issue de cette fin de match, Stéphane, ce sont les jeunes qui vont tirer l'épingle des jeux. On a des stars comme Peterson, on a des stars comme Bodenman et tout, mais là, le but signé Bachhoffner. Bachhoffner, oui, je pensais que c'était Prassel. Regardez, la puck est vivant devant la cage, ça n'arrive pas vraiment à le bloquer. Et puis on saute sur le rebond, un grand classique. Ça ne va pas passer comme un grand classique du hockey, mais c'est un but qui marche. Ça fait 1 au tableau quand même. Ça fait même 2-2 à ce moment-là. Mais c'est 1 au tableau pour le but, puis ça fait 2-2. On est d'accord? On est d'accord. Non, il ne faut pas tout mélanger. Non, on est bien parti là. On est parti un peu. Zurich passe l'épaule finalement en fin de match. Et quand on parlait des jeunes, eh bien cette fois-ci, Stéphane, tu as raison, c'est Prassel qui va marquer le 3-2. Là, Gilsen, Florence, il est mis à mal sur le premier tir. Le rebond devant lui. Après, il y a l'opportunisme aussi de l'attaquant là qui vient sur son chemin. Absolument. Ça, c'est vraiment un tir qu'il n'aurait pas dû avoir un rebond. Et puis ensuite, il a laissé le rebond et puis il s'est couché sur la glace au lieu de vraiment
aller vers le puck. Première titularisation de Gilles Sen cette saison. Gilles, c'est pas facile après ce qu'il a vécu, ce que Arnaud Delcourteau lui a fait vivre aussi, de rentrer, de bien paraître peut-être. Ouais, et puis surtout avec les antécédents d'une équipe comme ça qui est quand même en plein doute, c'est vrai que rentrer comme ça en cours de saison, de surcroît son premier match, moi je peux comprendre qu'il donne quelques rebonds quand même parce que c'est pas évident. Le shoot, il est super bien fait, il est camouflé, il y a un release là, donc c'est vraiment une super action. Bien sûr, après il continue, il marque son goal. Mais je veux dire, pour le gardien, là, il est aussi un petit peu esselé. On dit souvent que le premier tir, c'est le gardien. Le rebond, c'est les défenseurs. Mais là, le défenseur droitier là, qui pivote, il pivote très, très lentement. Écoutez, c'est assez symptomatique de ce qu'on voit de Davos. Une défensive très, très moyenne, voire poreuse, avec des gars qui manquent de pied et de main. Nygren a joué presque 25 minutes ce soir. On le surutilise, évidemment. Mais là, sur cette action-là, où il y a un peu le gardien, mais je pense qu'il y a aussi le défenseur. Mais je vais quand même défendre un peu Gilles Sen, parce que ce soir, il y a 34 arrêts sur 37 tirs. Fait 91,89. On n'a pas vu ça beaucoup depuis le début de la saison à Davos, pour ne pas dire pas du tout à part le premier match. Et de votre expérience de gardienne, Florence, quand on voit qu'un gardien étranger est engagé une semaine avant le début du championnat, que vous n'allez pas jouer et qu'on vous titularise, ça se passe comment dans la tête? J'ai heureusement jamais dû vécu ça, mais en même temps, c'est clair que c'est tout dans la tête. C'est mentalement, c'est une situation très, très difficile. Et puis, c'est comme Gilles Sen, il savait qu'il va jouer la saison, qu'il s'est entraîné comme ça et tout ça. Et puis, une semaine avant le début de la saison, c'est vraiment très, très difficile. Mais on sait qu'Arnaud, il a piqué la mouche. La vraie histoire, c'est qu'Arnaud, il a piqué la mouche parce que ces deux gardiens sont en fin de contrat. Sen et Van Polterberg sont en fin de contrat. Et puis, ils ont dit au club à Davos, nous, on regarde gentiment ailleurs, peut-être en Amérique. Et puis, Arnaud a piqué la mouche. Il a dit, vous voulez partir ailleurs? Nous, on a investi dans vous, deux jeunes gardiens, on essaie de vous former, plus ou moins. Vous voulez partir ailleurs? Bien, vous partez tout de suite. Il a piqué la mouche, puis il a engagé un défenseur étranger, un gardien étranger. Puis il leur a dit, vous n'allez pas jouer de l'année. Mais là, Arnaud a dû piler sur son orgueil ce soir parce que son gardien étranger n'a pas fait le job. Et là, il est obligé de mettre Gilles Sen. Gilles Sen, ça doit y faire... Il aurait aimé gagner le match, je pense, mais ça doit lui faire un petit plaisir quand même. Voilà, Davos, au final, perd quand même cette rencontre après avoir mené pourtant 2-0. L'autre rencontre, la suivante, c'est Zug face au HC Bienne. Une équipe de Zug, toujours avec une très bonne armada offensive, Tobias Stefan dans les buts, et un HC Bienne qu'on ne sait plus quel adjectif, quel qualificatif donner pour son début de saison. Eh bien, la rencontre méritait d'être intéressante et ça va commencer avec une sortie ratée, Florence, de Tobias Stefan qui concède 2 minutes pour avoir retardé le jeu avec ce puck dans les tribunes. Et sur le powerplay suivant, l'équipe de Zug va encaisser. Peut-être que Tobias Stefan n'était pas encore totalement concentré. On a vu qu'il a longtemps parlé avec les arbitres. Ben oui, c'est clair. C'est pas une situation optimale pour un gardien de prendre 2 minutes pour un délai de match. Mais je dis quand même que je crois qu'il a assez d'expérience pour vraiment dire, bon, ben c'est arrivé. Ça, c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est le full focus sur le power play. On tourne la page. Ou bien on tourne la page. Ouais, et c'est vrai, ça c'est très intéressant ce qu'elle dit là. C'est que souvent, les gardiens, là, il sort de son match pendant 30 secondes. Son focus est sur les arbitres, il râle, le public, etc. L'important, c'est de dire, OK, stop, on tourne la page, puis là, je focus sur le power play. Ce qui n'a visiblement pas été le cas avec les cris du public, etc. Donc, c'est important. Je pense que les gardiens ne devraient jamais perdre d'énergie sur un truc comme ça. Peut-être que tu dis un mot à l'arbitre, mais Tobias Stefan est un gardien qui râle beaucoup. Beaucoup. Dans son masque, on ne le voit pas souvent. Mais des fois, près du goal, il enguirlande un peu l'arbitre, etc. C'est un gars qui n'est pas facile à gérer pour les arbitres. Il faut savoir que le monde est injuste, parce que là, apparemment, lui, son puck, il a tout fait juste. Il a juste tapé, parce qu'il l'avait calculé à 10 cm sous le plexiglas. Apparemment, les arbitres ne l'ont pas vu. Ouais. Et puis, il est sanctionné là-dessus. Donc, effectivement, là, c'est plus son amour-propre qui prend un coup que le fait que le puck soit passé par-dessus. Et donc, le HC Bienne qui en a profité. Et derrière, pour ouvrir le score avec Mathieu Chantron, on a apprécié au passage la jolie réussite de la passe, aussi de Pedretti qui facilite le travail. Derrière, égalisation de Zug avec une très, très mauvaise relance là, du défenseur qui profite, Stéphane, à Widerström. Un cadeau. Je pense qu'on s'est mal compris. Donc, il y avait un forechecking assez agressif, regardez. Et là, le défenseur, le joueur de centre qui tournait dans le but, il ne s'attendait pas du tout à ce petit jeu. L'idée était bonne, avec un
un gars qui vient tourner dans la peinture bleue, comme on dit, le joueur de centre qui vient tourner dans Blue Paint. Mais là, on s'est mal compris. Ça fait donc un partout dans cette rencontre, mais rien ne semble déstabiliser Bienne qui repart de l'avant. Et Jason Fuchs au premier poteau, là, profite peut-être de Tobias Stephan qui ne s'attendait pas à ça à Florence. Non, il ne s'attendait vraiment pas à ça parce que là, il a déjà fait son mouvement contre le milieu et puis il a lâché le poteau. 2-1 donc pour le HC Bienne, mais Zug va avoir un réveil, on va dire, très remarqué. Juste après le but, 1 minute 16 après égalisation de Schlumpf avec ce tir, Gilles. Oui, effectivement, c'est super difficile à défendre quand les pucks ils passent derrière la ligne de but et c'est des pucks qui reviennent comme ça à l'intérieur du slot. Les défenseurs sont obligés de pivoter comme ça, vous perdez un petit peu le puck de vue et il y a les joueurs d'attaque qui viennent ou les défenseurs qui descendent et qui peuvent armer comme ça à cette distance. Je veux dire. Par contre, depuis un moment. Il est prêt depuis un moment, c'est clair qu'il met son bâton là-bas en haut, il attend le puck, il a juste à le poser devant là et puis après il peut se faire plaisir en mettant tout ce qu'il a dans son puck, là, dans son shoot. Et c'est vrai que c'est des jolis goals, c'est pour ça qu'on aime bien jouer derrière le goal puis alimenter justement les joueurs qui descendent. C'est difficile pour les défenseurs, même pour les attaquants, parce que le puck est là, puis le danger vient plus derrière. Les joueurs doivent toujours se mettre à 10 h ou à 2 h, comme on dit, pour justement avoir cette espèce de couvrir les joueurs, ne pas se laisser trop focusser sur la rondelle. On a dit en anglais, on dit « head on a swivel », ça veut dire que la tête pivotante. Et à 2-2, le match tourne finalement. Le HC Bienne paraît moins bien dans sa rencontre, est moins inspiré ce soir. Et les Zougois vont en profiter avec un homme qui n'a pas encore vraiment réussi un bon début de saison, mais Sven Center profite du travail préparatoire de son coéquipier pour aller mettre Zug devant. Un travail d'équipe, Florence. Oui, absolument. Donc on voit là le joueur qui prend son chemin au milieu de la glace pour un tir. Et puis malheureusement, ce tir-là, il ne va pas sur le but, mais il y a l'autre joueur qui est là-bas qui prend le rebond. 3-2 et même 4-2 dans l'enchaînement avec la réussite cette fois-ci d'un pointeur sérieux qui était peut-être en difficulté, Gilles, la saison dernière, qui revient peut-être en meilleure forme. Il s'appelle Lino Marchini. Bon, c'est vrai que Lino Marchini, normalement, avec Julien Sprunger et Marc Wieser, c'est quand même ce trio qui sont vraiment des snipers patentés. Hein. Donc, je ne suis pas étonné, même si à un moment donné, un sniper ne marque pas de goal pendant quelques matchs, je veux dire, voilà, c'est la pression qui monte et à un moment donné, ils en mettent un, c'est ça, ils en mettent un, ils en mettent deux, puis après en général, ça part. C'est des gens qui ont ça dans le sang. Il ne faut pas leur demander de jouer défensif, hein, mais par contre, offensivement, ils ont d'énormes velléités. On a une réaction à l'issue de cette rencontre. Elle est du côté du HC Bienne et le joueur qui sera au micro s'appelle Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, deuxième défaite de la saison à Bienne. Qu'est-ce qui vous a... Marc-Antoine Pouliot, deuxième défaite de la saison pour Bienne, ici à Zug, contre une équipe décimée. Qu'est-ce qui vous a manqué pour tenir le choc? Je pense qu'on a eu nos chances. C'est un match serré, mais dans l'ensemble, on a eu plusieurs chances de marquer. Le gardien a bien joué. Notre gardien aussi a bien joué. Mais il faut donner crédit à Zug qui ont travaillé fort tout le match, finalement. On a vu passablement d'erreurs individuelles, de passes qui arrivaient dans les patins. C'est quoi, une petite baisse de régime? Non, je pense pas. C'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à gagner tous les matchs. Zug est un très bon club. Comme je dis, ça aurait pu tourner notre bord. On a eu quelques breakaways, on n'a pas marqué, puis par la suite, quelques erreurs coûteuses, c'est sûr. Sur un plan plus personnel, 300e match en Ligue nationale, ça vous fait quoi? Je savais même pas. Non, c'est flatteur, effectivement, mais ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est de bien jouer pour l'équipe et de gagner. Pour l'instant, après 10 matchs, on est satisfait de notre rendement, donc on veut continuer comme ça. Merci Marc-Antoine. On ne s'inquiète encore pas trop de ce coup d'arrêt, de cette défaite du côté du HC Bienne. On revient à notre championnat préféré, la National League, avec le match studio de ce soir entre Langnau et Berne, un derby bernois à l'affiche et deux équipes qui sont quand même passablement en forme dans ce début de saison et qui cherchaient à le confirmer sur la glace de l'Île-Fils. On voit et on se rappelle ce qu'il s'est passé dans cette rencontre avec l'ouverture du score
score, Florence, de la part des Emmentalois qui profitent d'un 5 contre 3. Ben oui, c'était un but génial de faire une passe cross-ice comme ils ont fait là. Et puis vraiment, le but, il était vide. Donc, un but très, très joli. Il faut fixer la défense, Gilles, pour pouvoir trouver le décalage parfait. À 5 contre 3, on dit que c'est peut-être plus facile et on attend un but, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais, c'est plus facile à 5 contre 3 qu'à 5 contre 4 quand même. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a de la place. Puis là, Pessonen, je veux dire, on voit vraiment, quand vous parlez de fixer, c'est ça. Il faut fixer le gardien et le défenseur. Puis il ne faut surtout pas regarder où vous allez donner la passe, parce que vous donnez des indices. Il faut vraiment, bien sûr, là, comme tu l'as dit, il est bourré, il est pétri de talent, ce gamin. Donc ça veut dire qu'il fixe le gardien, il fixe les défenseurs, il ne regarde pas, il donne une passe. Mais dans l'esprit du jeu, pour un gars qui est droitier en bas à gauche, c'est parfait. C'est Kruger, il a attiré le gardien à lui. Évidemment, le gardien est sorti un petit peu plus, mais Kruger, qui devait avoir sa canne dans la ligne de passe, il est droitier. Ouais. Il s'est dit, hop, il va shooter. Ouais. Il a voulu prendre le gars qui est devant la cage pour soulever la canne, pour contrôler la canne. Mais en changeant sa canne de côté, ça rouvre l'axe de passe. Et puis Pessonen est très malin, a mis son clignotant à droite, puis il allait vers la gauche. Ça fait 1-0 et Pessonen sera notre fil rouge de cette rencontre parce que regardez-le inscrire le 2-0. Tir d'Huguenin, on l'a dit avant, Gilles, c'est risque maximum de la part d'Huguenin dans cette position, mais ensuite c'est réussite aussi maximale avec la déviation de Pessonen. Oui, effectivement, si vous ne vous retrouvez pas devant le goal, ben celui-là, vous n'arrivez pas à le dévier. Et puis c'est vrai qu'il met un puck assez rapidement, le plus rapidement possible, parce que probablement qu'il le voit plonger sur le goal. Effectivement, il ne faut pas prendre, comme tu l'as dit avant, Stéphane, il ne faut pas choper les jambières du gars qui est devant vous, parce que ça part en compte. L'autre, il est en train de pivoter, donc c'est vrai que ce serait un breakaway. Mais là, c'est vrai que c'est hyper bien joué. Je veux dire, c'est d'une simplicité. On sait que si le puck est libre et puis qu'il faut le mettre sur le goal, ça simplifie un petit peu le travail de tout le monde, parce que Pessonen, il se dit, OK, probablement qu'il va le mettre sur le goal, il va devant le but. C'est assez simple. On ne se méfie vraiment que plus souvent de la part de Bernois qui sont peut-être pas encore fantastiques, mais qui parviennent, Stéphane, à réduire le score avec André Heim. Oui, il y a une bonne entrée de zone à 3 contre 2. Chacho fait le premier arrêt et puis c'est Berger qui revient depuis le coin, lui, pour se mêler de tout ça. Regardez, il revient. On dit toujours... Non, c'est Heim, pardon, qui revient de quoi? C'est Berger qui prend le shoot, mais on dit toujours... Il a fait sa passe. Une fois qu'il a fait sa passe, souvent, vous voyez des gars être tournés derrière la cage. Je dis, c'est bon, moi, j'ai fait ma passe, on va regarder ce qui se passe. Puis, il vient de spectateur derrière le but. Au lieu d'être spectateur derrière le but, il est revenu devant la cage, sauter sur le rebond. Bon, c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes, hein? Faites votre passe, convergez vers la cage. Là où ça fait pas mal, Gilles. Hein? Là, ça fait du bien. Là où ça fait du bien. Pour le gardien, Florence, là, quelles sont les informations à sa disposition pour peut-être faire l'arrêt qui empêcherait le but? Ben, c'est très, très difficile parce que là, vraiment, le puck, au lieu d'être allé à droite, il a été à gauche. Et puis ça, c'est vraiment là... important pour le gardien de vraiment mettre son patin dans la glace et puis à full force pousser dans la direction du puck. On est donc à 2-1 pour Langnau. On sort un petit peu de cette rencontre pour vous montrer une charge qui mérite discussion. Stéphane, elle est signée de Marc Arcobellos sur Alexei Dostoïnov qui n'a pas valu de pénalité dans la rencontre, mais qui mérite peut-être des précisions. Je pense que c'était difficile pour les arbitres de Stoïnov. On va regarder d'abord depuis le haut, ensuite on va l'analyser. On va regarder la séquence depuis le haut de la patinoire comme en live, plus ou moins. Regardez, le puck arrive ici et Dostoïnov veut le récupérer avec une main sur la canne et il fait une extension. Marc Arpoello arrive dans l'autre sens. On va le mettre en arrière, vous allez voir que là, Dostoïnov se fait un petit peu prendre en position penchée. Hop, on y va. Et là, il y a un contact, vous voyez, Dostoïnov est un peu vulnérable. Arcobello fait une extension du con. On va regarder depuis la hauteur de la glace, qu'est-ce que ça a donné. On le voit beaucoup mieux de cette séquence-là. Regardez. Le puck arrive, Dostoïnov va étendre le bras plus ou moins pour aller la chercher. Et regardez Marc Arcobello, boum. À mon avis, il y a un contact contre la tête là, assez évident. Difficile pour les arbitres, il faut être vraiment dans le bon angle. Et nous, là, on a un angle parfait. Regardez ici, on y va. Hop, il y a des images par image. Et là, regardez, à mon avis, là, il y a un contact. Si vous faites un close-up ici, il y a vraiment la tête part en arrière. Regardez, là, encore pire ici. Boum. On voit vraiment que la tête fait un mouvement vers la droite. Il y a un contact contre la tête. Moi, je pense qu'il y a une enquête. Ça, c'est à peu près évident. Et moi, je pense que, comme Gilles, on en a parlé, moi, je pense qu'il y a une charge contre la tête qui doit être punie. Surtout qu'Arcobello avait déjà fait le coup la saison dernière, Gilles. Oui, effectivement, c'est quasi une même attaque, quoi. Je veux dire, il y a le puck à proximité. Bon.
Et bien sûr, le puck est là, il est tout près de l'adversaire, mais là, il ne s'en occupe pas vraiment. Puis là, c'est clair qu'il part au contact parce qu'il le voit, il le louche, hein, donc il le voit arriver. Puis Dostonov, malheureusement, il est super vulnérable parce qu'effectivement, il plonge un petit peu en avant. Il a un peu la tête qui penche vers l'avant et il se fait ramasser. Là, mais c'est clair que c'est hyper mesquin comme faute, quoi. C'est une faute gratuite sur un gars qui est pas bien, qui est pas en position, qui est vulnérable. Corbello, il fait souvent ça quand il voit que le puck est libre. Il fait un contrepoids souvent contre le joueur qui vient le frapper. Puis souvent, les joueurs s'en attendent pas. Et sur ce coup-là, il aurait pu se contenter de jouer la rondelle encore une fois en avant, se pencher, lui, puis éviter le contact. Mais au lieu de ça, il fait contrepoids. Toujours plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il va être, en tout cas, dans l'eau trouble un petit peu. Il est passé entre les gouttes dans la rencontre. Peut-être pas plus tard. On suivra bien sûr ça de près. Mais Langnau va quand même réussir à gagner ce match, même en perdant Stoyanov dans la partie. Et qui d'autre, finalement, que Harry Pessonen, Florence. Il est en feu en ce début de saison. Il le confirme encore ce soir. C'est un match contre Berne, c'est motivant, mais là, personne ne pouvait l'arrêter ce soir. Bien sûr, il a vraiment joué un match incroyable. Et puis ça, on doit vraiment dire la passe sur Harry Pessonen, elle était fantastique. Signé Di Domenico, justement pour la victoire. Donc 3-1 de Langnau contre le CP Berne dans ce derby bernois. Et on va aller aux interviews parce qu'on en a un dans chaque camp à vous proposer. À commencer par celle du côté du vainqueur, c'est pour Anthony Huguenin. Anthony Huguenin, ça a une saveur particulière de battre le CP Berne dans un tel derby? Ouais, c'est toujours des matchs difficiles contre Berne. C'est une équipe qui patine beaucoup, qui joue bien avec le puck. Donc, on a fait le boulot ce soir, bien défensivement, gros gardien aussi. Chacho, ça fait 2-3 matchs vraiment qui joue bien. On a marqué à 5-3, ce qu'on faisait pas non plus forcément les autres matchs. Et puis après, on était devant, on a continué à jouer de la même façon, on n'a pas trop reculé. Et puis ouais, ça fait un week-end à 6 points, ça fait vraiment du bien pour nous. Gagner à nouveau à la maison, ça c'était important. Ouais, c'est vrai qu'on gagnait plus à l'extérieur qu'à la maison. Et puis ça fait un moment qu'on se dit qu'il faut absolument gagner à la maison. Il faut qu'on soit meilleur à la maison. Et puis soir, je pense qu'on a fait un match plein, 60 minutes. Et puis ça fait vraiment plaisir. Plan de match respecté. Ouais, c'est clair. On sait qu'il faut qu'on soit tous sur la même page pour battre une équipe comme Berne. Après, on a très bien joué. Défensivement aussi, on a joué simple. On n'a pas cherché à se créer des problèmes tout seul. Et puis voilà, offensivement, on a bien joué aussi. C'est vrai que c'était un match parfait pour nous. Merci bien. Les propos d'un des romans de cette équipe des Tigres au micro. Et sans plus tarder, on donne la parole aussi du côté des joueurs du CP Berne avec Tristan Chervet. Tristan Chervet, on a le sentiment que le CP Berne n'a pas fait son meilleur match de la saison, mais c'est quand même jamais une équipe facile à manier, Langnau. Ouais, je pense que premières 20 minutes, on n'était pas content. On savait qu'on avait encore du potentiel. On a senti après le premier goal qu'on revenait gentiment. On avait quelques bonnes occasions et puis voilà, je pense que le match, il nous tue sur un contre. On a essayé à la fin, mais voilà, je pense comme vous avez dit, c'est une bonne équipe. Ils ont une très bonne saison jusqu'à maintenant et puis il faut leur donner beaucoup de crédit. C'est vraiment difficile face à Langnau d'aller mettre du trafic devant le goal, de les mettre en difficulté tout près de leur cage. Je pense qu'ils jouent très disciplinés. Je veux dire, ils ont un coach qui demande beaucoup des joueurs. On voit qu'il y a vraiment chaque joueur qui tire à la même corde. Et on sait très bien que voilà, si une équipe elle joue comme ça, c'est difficile à les battre. Je pense qu'on est un peu du même style. Donc voilà, je pense que pour le moment, ou bien pour l'instant, le classement ne mentit pas. Ils sont là où ils méritent d'être. Comme je l'ai dit avant, il faut leur donner du crédit. Maintenant, ce sera à nous de revenir une fois ici et puis essayer d'arracher les 3 points. Merci bien. Allez, bon week-end, ciao. C'était pour le duel 100% bernois, duel 100% roman pour la prochaine affiche qui va nous concerner entre Genève et Fribourg. Des Genevois toujours invaincus à la maison, même si ça avait été de justesse mardi contre Lausanne et qui veulent préserver vraiment cette forteresse du côté des Vernets. Face à Fribourg, c'était pas forcément facile, mais les Genevois vont tirer en premier dans cette rencontre. Gilles, avec un powerplay, la passe de Tanner Richard n'est pas vraiment heureuse, elle est sautillante devant le but, mais elle profite quand même à Kevin Romy. Ouais, effectivement, peu importe un peu comment arrive le puck, il faut juste qu'il arrive devant le goal surtout, c'est là où les joueurs se tiennent, de surcroît Genève.
C'est vrai qu'ils ont l'habitude d'être devant le but et puis piocher, comme on dit, pour mettre ses pucks au fond. C'est pas toujours beau, mais c'est assez efficace. Et là, c'est vrai que la passe, elle arrive un peu chancelante comme ça, mais elle s'arrête où il faut. Des fois, c'est pire pour les défenseurs que pour le gardien. Quand il y a un retoillon qui arrive, personne ne sait comment le prendre, avec la canne, avec le patin, etc. Puis c'est dans la zone payante, dans la zone où ça fait du bien. J'adore cette expression-là. Gilles, franchement, ça commence dans la zone où ça fait du bien. Faut la répéter. Dans ce match entre Genève et Fribourg, eh bien, le score ne va pas beaucoup évoluer au fil des minutes. On va rentrer dans quasiment les 3 dernières de la rencontre pour aller à l'égalisation de Fribourg-Gotteron avec un Kylian Motet, Florence, là, qui vient depuis le côté du but, qui passe devant le gardien et qui permet à Slater de marquer. L'analyse par rapport à Desclous, on est allé voir le but à la vidéo, mais on n'a pas pris beaucoup de temps pour se décider. Non, l'arbitre finlandais a été assez rapide sur ce coup-là. D'ailleurs, il est parti sans son collègue. Ça me fait rigoler, mais ouais. Quand un joueur passe dans le demi-cercle, normalement, s'il y a un contact avec le gardien, on peut parler d'obstruction, mais Desclous, ce qui me dérange, c'est qu'on peut dire « Ah non, il ne l'a pas vraiment touché, etc. » Mais Sébastien Beaulieu, s'il était ici, entraîneur de gardien, il dit « Ouais, mais parce qu'il est venu dans le demi-cercle, le gardien est obligé de se retirer pour ne pas se faire frapper. Donc, il n'a pas la même possibilité de faire l'arrêt. » Et ça énerve Sébastien, qui va peut-être nous écouter. On va sûrement avoir un petit coup de téléphone demain. Mais il dit tout souvent, il dit « Ouais, mais il ne le touche pas, mais il oblige le gardien à faire un mouvement qu'il n'aurait pas fait autrement, donc il l'empêche d'avoir la bonne chance d'arrêter le puck. » C'est une longue discussion, mais je comprends qu'il l'a accordé, sincèrement. Le gardien peut se sentir quand même gêné de cette action, ce qui mène au but, Florence? Ben oui, c'est comme Stéphane vient de dire, c'est difficile pour le gardien de bouger comme il se bougerait normalement dans cette situation-là. Vraiment, s'il y a un joueur qui vient là, on ne peut pas faire ce qu'on fait normalement. Selon vous, on donnait le but ou pas? Discussion. Zone grise, la petite zone grise, on dit « Ah, c'est pas trop. » Pose-moi la question. Alors, Gilles, je la pose la question. C'est 100% goal. On n'annule pas des goals, ça se fait pas. Non, toi, tu donnes la chance au beau jeu, etc. Le gars, il drive le net, etc. Mais moi aussi, je pense, je comprends tout à fait la décision des arbitres parce qu'il n'y a pas vraiment de contact, etc. Mais comme je l'explique, ça change la trajectoire du gardien et la mobilité du gardien. Alors, longue discussion, l'entraîneur de gardien de Genève va sûrement envoyer une petite vidéo à Brent Freiberg demain. Et puis Brent Freiberg va répondre que les arbitres ont probablement fait un bon boulot, comme d'habitude. C'est sûr. Mais dans cette rencontre, on n'en reste pas là, parce qu'on pensait filer tout droit en prolongation, mais il y aura une pénalité. Et sur l'engagement, regardez le but direct de Tom Ernest, Florence, là. Le gardien, il voit pas grand-chose. Le gardien ne voit rien du tout. C'est vraiment très, très bien joué de Genève de vraiment faire un cross-ice pass comme ça et puis de faire un one-timer. Mais là, tu vas parler de l'engagement, Gilles. Gilles va nous parler de l'engagement. Face-off. Gilles, t'es droitier, t'en as pris des face-off comme ça, toi. Oui, effectivement, mais ce qui se passe, c'est que je crois que c'est Slater qui est au face-off. Mais apparemment, je ne sais pas si c'est Laurent Meunier ou son défenseur, apparemment, il spécule un petit peu, puis il rentre un petit peu à l'intérieur. Il fait changer le gars au face-off. C'est Laurent Meunier qui n'a pas joué non plus tous les matchs. Il n'est pas concerné comme tout le monde. Il ne peut pas ou difficilement remplacer un Slater. Perd le face-off clean sur le défenseur, cross-pass, et puis un shoot direct. Puis les autres, en plus, c'est un power play. Hein, il y avait une pénalité. Donc c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 joueurs de Genève qui plongent sur le goal pour masquer le gardien, et puis c'est un goal. Donc voilà, il y a un petit peu... Petit geste, grande conséquence. Ouais. Et puis moi, je vais quand même dire que Tom Ernest, ce soir, a joué, messieurs, dames, 28 minutes 19 sur 60. Donc, il a passé la moitié du match sur la glace. On l'avait vu ça l'année passée. Il avait une fois joué 33 minutes. Il a congé demain. C'est bon. Là, que ça à faire se reposer. Il va pouvoir se reposer, profiter de son dimanche. Voilà. Ce ne sera peut-être pas le seul. On va aller voir du côté de Genève. Tout d'abord, si Florent Douet peut être content de ce succès 2-1. On écoute sa réaction. Florent Douet, 6 matchs à domicile, 6 victoires pour Genève Servette. Décidément, les Vernets, c'est une citadelle imprenable. Ouais, c'est clair, on joue bien à la maison, on a un public incroyable derrière nous. C'est clair qu'on joue vraiment bien ici, on gagne les matchs, mais maintenant, il va falloir penser aussi à gagner à l'extérieur parce que c'est des points importants aussi à aller chercher. L'une des forces de l'équipe également à domicile. Ce soir, vous n'avez pas fait forcément un grand match, mais au final, c'est quand même 3 points. Ouais, c'est clair. Au final, on voit que ça. Après, on a plein de choses à améliorer encore ce soir.
on n'est pas irréprochable sur tout le match. Donc voilà, maintenant, il va falloir aussi travailler et se perfectionner sur certains points. Merci Florent. Parole aux perdants également, un perdant de justesse, mais perdant quand même au micro. Cette fois-ci, c'est Kylian Motet. Kylian Motet, défaite de Fribourg-Gotteron ce soir dans le derby. Vous pensiez certainement avoir fait le plus difficile en égalisant à 3 minutes de la fin. Finalement, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Je pense qu'on doit marquer plus de goals. On sait que depuis le début de la saison, c'est un peu ça le petit souci chez nous. Et puis voilà, mais comme vous dites, on a réussi à revenir au score. Malheureusement, on prend ce goal à la fin qui doit, je pense, pas arriver. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut apprendre de ses erreurs et puis je pense qu'on va le faire après ça. Vous avez dû évoluer également seulement avec 2 étrangers ce soir. C'est peut-être aussi un élément de réponse. Oui, mais il ne faut pas chercher d'excuses. Je pense qu'on a un banc assez fourni. On est assez de joueurs. Donc voilà, maintenant, c'est pas parce qu'on joue avec des étrangers qu'on perd le match. Donc voilà, c'est à nous de trouver les solutions pour gagner le match. Et puis, on a presque réussi, mais malheureusement, à la fin, on prend ce goal. Merci Kylian. Et vu qu'on parle des Fribourgeois, on va vous proposer finalement de partir à la rencontre d'un homme dont on ne parle pas beaucoup. Il s'appelle Dean Fedorchuk, c'est l'entraîneur assistant de Mark French. Et on est allé à sa rencontre pour lui proposer ce petit reportage. Après le Danemark, l'Allemagne, la NHL et la KHL, Dean Fedorchuk a posé ses bagages à Fribourg la saison dernière. L'entraîneur assistant travaillait déjà avec Mark French à Zagreb. We have a really good working relationship, and it's a pleasure to work with Mark. He gives me a lot of autonomy to work with the defensemen, to work on the defensive zone, the penalty killing, and just the things overall that we need to do. I think he puts a lot of trust in me that I can go ahead, and I think for him, I do him a good opportunity that he can focus on his work. I feel like sometimes we're doing the 2 guys doing the work for 4 or 5 guys. For me, he's extremely loyal and a hard-working guy. I think I enjoy his company. I think again, we talk about a lot of things, whether it's our families, hockey in general. I trust his opinions. I like his opinions. He's a very smart hockey man, even when it comes to development in minor hockey. So we have some real good debates in the office with David included as well. I want to just give the players every opportunity to win the game. So I want to have them prepared to know what they need to do to have success, prepared what the opposition is going to do so they can have success. I think we want to create relationships with the players too. It's not enough in today's day and age with hockey players. You can't just say, hey, I'm the boss, go do it. We have to be able to explain why. We need to show what we're doing, how we're doing it, and give the players that belief that this system works or this style of play is going to work. Le système est une chose. Lorsque le duo est arrivé à Fribourg, Gotteron était au plus mal. Avant tout, il a fallu convaincre les joueurs que les nouvelles idées du staff au niveau défensif fonctionnaient vraiment. From our standpoint, the biggest thing in that is to earn the trust of the players because we're going to implement a new system and a new style of play, a new system of play. And in order to do that, as coaches, we need to be organized and the players have to believe us. The players were fantastic. They were very interested in doing something new, doing something different. For a lot of the players, it was a different style of play, especially in the defensive zone, where we probably do things within a pretty serious system. It's aggressive, it's fast, and you have to think. Won quite a few championships as a player and played for some amazing coaches actually, and you really learn that, like you said, defense wins championships. So I think from my side, it's not just coaching the defensemen, that's a big part of my job, but just helping with the overall defense of the team. Après un début de saison compliqué, le système défensif fribourgeois a retrouvé son équilibre. La force de persuasion et la passion de Dean Fedorchuk n'y sont sans doute pas étrangères. Sujet bien sympathique réalisé par Jean-Philippe Presselwenger, Carlos de la Iglesia et Angélique Révillot pour en apprendre un petit peu plus sur le coach assistant de Fribourg-Gotteron. C'est vrai, Florence, depuis l'arrivée de Mark French et Dean Fedorchuk, ils ont quand même su amener Fribourg à un niveau un petit peu plus haut après la saison difficile qu'ils avaient connue il y a 2 ans. Oui, on voit ça vraiment dans leur jeu. Le jeu de défense, c'est vraiment augmenté. Et puis chaque match, on voit
comme il s'améliore et tout ça. Donc, c'est vraiment une différence que l'entraîneur il amène. Et Dean Fedorchuk, Gilles, il ne fait pas beaucoup parler de lui, mais il n'a pas besoin de faire beaucoup parler de lui non plus. Ben, ça dépend à quoi vous pensez, mais je ne sais pas à quoi vous pensez. Mais... Pour l'instant, ça se passe relativement bien pour Fribourg. La saison dernière... Non, mais ils sont arrivés. Ce qu'il y a de bien pour eux, en tout cas, c'est qu'ils sont arrivés au bon moment. C'est qu'il y avait quasi pas d'équipe. Ça jouait à peu près n'importe comment. Tout d'un coup, les deux gars sont arrivés. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils ont travaillé sur la discipline, ils ont travaillé sur l'humain, comme ils ont dit. C'est exactement ce qu'il fallait pour cette équipe. Puis maintenant, c'est vrai que ça commence à faire du hockey. Ça devient beaucoup plus sérieux. Moi, je parlais toujours qu'il fallait relever le niveau d'exigence. Et apparemment, Mark French et son duo là, relèvent ce niveau d'exigence. Moi, je pense qu'il est très, très actif dans les entraînements. C'est un gars qui bouge beaucoup. Et moi, son plus gros accomplissement l'année dernière, ça a été de rendre Yannick Radgeb un joueur défenseur responsable défensivement. Ils ont coaché comme il faut Yannick Radgeb. Ils l'ont mis dans les situations pour produire. Ils l'ont convaincu de faire le minimum syndical défensivement. Et Yannick Radgeb est devenu un nettement meilleur joueur avec Fedorchuk comme coach de défenseur l'année dernière. Et en tout cas, il faut que le duo fonctionne bien. French-Fedorchuk, et pour l'instant, pas de souci de ce côté-là pour Fribourg-Gotteron. Un dernier match encore à vous montrer les réussites. C'était Lugano face à Rapperswil, des Luganais qui, on va dire, s'attendaient à un match qu'il fallait bien maîtriser parce qu'ils ne sont pas dans la forme de leur vie après le succès dans le derby. Il y a eu 2 défaites consécutives et accueillir le néo-promu peut, je dis bien peut, vous servir à vous relancer. C'est ce qui s'est passé ce soir avec le 1-0 de Lajunen. Gilles, là, l'erreur, elle est du défenseur. On apprend encore le métier pour Rapperswil dans l'échelon supérieur. Oui, effectivement. Alors, bien sûr qu'il y a une erreur du défenseur. Après, il y a même pas rencontre. Et puis, il se joue un petit peu du gardien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour Lugano, il y a des matchs à ne pas perdre. Et ça, c'en était un. Rapperswil, c'est un peu l'équipe qui relance les autres équipes. Il y a 2-0 de Sanit, il y a 3-0 de Chiesa qu'on a revu là. Florence, votre avis? Chiesa, ce n'est pas le défenseur le plus rapide, mais il a le temps de contourner le but. Oui, c'est clair qu'il a eu le temps. Et puis en plus, le gardien, il était à côté du but. Donc le chemin à l'autre poteau, c'était beaucoup trop loin. Donc aussi là, un peu trop tard. 4-0, Grégory Hoffman, qui s'est encore marqué. Je crois qu'il en a besoin, Stéphane, pour sa confiance. Bien, il en avait qu'un depuis le début de l'année, Grégory Hoffman. Burgler aussi n'avait qu'un. Fadini n'avait qu'un. Et là, on s'est refait une santé financièrement. Greg Harlan sera sûrement beaucoup plus sympathique à partir de ce soir lors des entrevues, lui qui avait été fort désagréable hier soir. Mais son équipe s'est refait une santé. On parlait des problèmes offensifs du côté de Lugano. Bien, tout le monde a un peu marqué, ça redonne de la confiance et tout on repart en neuf. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Et comme tu dis, Rapperswil est l'équipe idéale pour remettre les équipes en confiance cette année. Le score final de cette rencontre, ça sera 6-0 parce qu'il y aura encore un but de Czorny, un autre de Morini. Facile victoire des Tessinois face aux Saint-Gallois. On va passer dans la fin de cette émission de Backcheck XXL à une discussion finalement parce que depuis le début de cette saison, on a trouvé ici à la rédaction de MySports que les deuxièmes gardiens, ceux qui doivent être amenés à jouer plutôt le rôle de doublure, eh bien, ont beaucoup plus de temps de jeu. On parle bien sûr d'Elia Pope, de Gauthier Desclous, que vous voyez du côté de Genève, qui s'affirme vraiment, de Ludovic Weber, qui avait aussi réussi un blanchissage du côté de Fribourg, Sandro Eschliman aussi à Zug, du côté de Lugano, on a aussi reposé une fois Elvir Smerslikin. Ça, c'est une nouvelle tendance, Florence, de donner peut-être plus de temps de jeu rapidement au deuxième gardien. Oui, c'est quelque chose que nous, ici en Suisse, c'est assez nouveau. Je crois qu'aux étrangères, les équipes, ils font ça plus souvent. Je dis normalement, c'est très, très bien, mais je sais que de mon expérience, moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai voulu jouer tous les matchs et puis c'est clair que pour les gardiens comme Cenoni, comme Berra, qui savent qu'ils sont vraiment le numéro 1, qui jouent beaucoup, des fois pas jouer, je suis sûre que c'est pas facile. Mais si le message est clair de l'entraîneur, qu'on prépare ça avant la saison, qu'on dit aux gardiens, Gilles, vous n'avez pas joué toutes les rencontres, on les choisit peut-être, on se met d'accord avec le gardien numéro 1, et on laisse la chance aux jeunes derrière. Oui, c'est pas faux comme démarche. Après, en tant que coach, si vous avez un gardien qui vous gagne les matchs, il va jouer. Hein. Bon, c'est clair, c'est toujours prendre un risque de mettre son deuxième gardien, surtout après un match gagné.
Mais ma foi, manifestement, si les gens fonctionnent comme ça, puis que ça permet de reposer le titulaire pour qu'il puisse gagner les 3-4 suivants, effectivement, je pense qu'ils regardent un petit peu le calendrier, puis ils choisissent un petit peu les matchs. Mais c'est une sorte de coaching, ce qui n'est pas faux. Mais si on fait une réflexion plus globale sur le hockey suisse, là, il faut que la roue tourne un petit peu, là, parce que nos gardiens dominants, des Berra, des Giannoni, des Hiller de ce monde, à part Merzlikins, qui n'a pas le passeport suisse, qui ne joue pas pour l'équipe nationale. Là, on n'a pas de jeunes gardiens en devenir. Il faut leur donner Gauthier Desclous à un de ceux-là. Schliemann a fait du bon travail à Zug. Il faut que les clubs, de façon générale, tu me dis, on doit gagner des matchs, mais il faut que les clubs, de façon générale, commencent à préparer l'avenir. Parce qu'après ces joueurs-là, là, qui ont tous dans la trentaine, ces gardiens-là, c'est qui les prochains? Il faut leur donner du temps de glace, là, parce que du jour au lendemain, tu ne peux pas dire « Oh, on n'a pas pensé à ça ». Donc, pour le hockey suisse, c'est une bonne nouvelle qu'on fasse confiance aux jeunes gardiens, les gars qui sont rendus comme des clous à 21, 22, 23, 24 ans. C'est le temps qu'on leur donne des responsabilités. Effectivement, les écoles de gardiens, il y en a. Je ne veux pas dire qu'il y en a autant que des stations d'essence, mais des écoles de gardiens, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Ouais. Donc, normalement, ces jeunes joueurs devraient gentiment éclore. Et ça a toujours été une force en Suisse, Florence, des gardiens qui sont dominants. C'est-à-dire que si on leur laisse la chance, ils peuvent aussi grandir, ils peuvent être amenés à être les futurs cracks de demain. Absolument, c'est vraiment comme ça qu'en Suisse, on a toujours été très chanceux, qu'on a vraiment toujours eu des bons gardiens. Et puis, c'est vraiment... c'est aussi, bien sûr, difficile si les jeunes ne réussissent pas à recevoir le temps pour jouer. Ouais. Si on pas assez de temps de glace, c'est compliqué. Tu ne peux pas être la doublure d'un gardien qui garde 40, 45 et 50 matchs toute l'année. Tu n'as pas de rythme. Mais moi, je suis content qu'on ait donné du temps de glace à Pope ce soir. Desclous, c'est un gardien qui m'impressionne. Il est juste un petit peu petit, à mon avis, pour devenir un grand gardien aux chances figurées. Mais il a quand même du talent. Je me souviens, juste une anecdote, on jouait à Cloten avec le SCB. C'était Renato Tosio, pour ceux qui connaissent, qui était au but. Puis effectivement, on s'est pris, parce que là-bas, ils tournaient comme des avions, on s'était pris 3-4 goals. Puis l'entraîneur, il regarde Renato Tosio, il lui fait changer. Renato Tosio regarde son coach, il fait non. non. On partage pas. Il est resté dans son goal. Une autre époque. C'est encore l'époque où les gardiens décidaient, hein, ça c'est sûr. Allez, on a terminé une nouvelle semaine de National League. C'est donc l'heure pour nous de faire la tendance sur les clubs romans. Et nos petits dessins animés que vous allez pouvoir découvrir vont résumer finalement l'humeur des coachs des 4 équipes romandes. On commence par Fribourg-Gotteron avec un faciès normal pour Mark French qui a perdu contre Genève mais qui a eu 2 victoires avant. Du côté de Bienne, on continue de le faire rigoler en Tittermenon, même si la défaite ce soir, il n'y a peut-être pas de quoi paniquer. Ça chauffe pour du côté de Lausanne pour Ville Peltonen qui reste maintenant sur 4 défaites. Et Chris Max Hurley, Stéphane, qui retrouve le sourire maintenant avec Genève, qui a des nouveaux étrangers, qui est solide à domicile. Qui est solide à domicile, ce soir arraché, on gagne sur le fil. Et moi, je pense que quand je vois la performance de Genève au Vernet, je me dis que le projet de la nouvelle patinoire va sûrement être retardé. On ne veut plus changer. On ne veut plus changer, il gagne à Vernet. Pourquoi construire une nouvelle patinoire? On gagne au Vernet. Donc, je pense que là, on va mettre ça sous le tapis. Non, mais je rigole, évidemment, mais c'est vrai que c'est une équipe à 2 visages, à l'extérieur et à la maison. Le coach, t'es content de gagner à domicile devant ton public et tout, mais ça t'énerve parce que tu dis, on voyage mal, on ne gagne pas sur la route. Ça veut dire que tu finis 50-50. 50-50, là, t'es pas sûr de faire les playoffs. C'est ce que j'allais dire. Un match sur 2, ça ne suffit pas. Hein. C'est compliqué. Et pour Lausanne, Gilles, 4 défaites de suite. On joue pas mal du côté de Lausanne. On sent le potentiel, mais il n'y a pas encore le déclic qui est fait pour enchaîner des victoires. Ils attendent Rapperswil. On a dit avant que c'était un petit peu l'équipe qui relançait les équipes dans le trou. Ils avaient déjà perdu. C'est pour ça que j'espère pas qu'ils attendent le suivant. Ils jouent à Zurich demain. Donc Lausanne joue à Zurich. Non, mais à un moment donné, c'est clair que vous ne pouvez pas perdre toute la saison non plus. C'est une équipe, je veux dire, ils sont quand même capables de jouer au hockey sur glace. Ça va se remettre en place. Là, ils sont en train de manger leur pain noir. Je veux dire, le hockey sur glace, c'est comme que ce soit une saison ou un match, il y a des hauts, il y a des bas. Là, ils sont au creux de la vague. Mais ça va repartir, il ne faut pas trop s'inquiéter. Florence, on a laissé le sourire à Antti Termanen malgré la défaite de ce soir. Il n'y a pas de quoi encore s'inquiéter pour le coach finlandais de Bienne? Non, pas du tout.
Je n'ai pas compris. Il a dit le coach finlandais de Bienne, il ne doit pas s'inquiéter, étant donné les performances. Même s'il a perdu ce soir, le début de saison, il est réussi. Jusqu'à maintenant, tu avais tout compris. C'est la fatigue de fin de soirée. Oui, c'est ça, excuse. Mais non, il a vraiment rien à s'inquiéter. C'est vraiment une défaite ce soir et puis c'est une défaite. Mais c'est presque bon. Quand tu gagnes trop de matchs, Gilles, ça ramène sur c'est presque bon d'en perdre un. Puis là, tu dis à tes joueurs, là, vous pensiez que vous étiez des stars, les gars, là? Mais regardez, on a perdu. L'équipe, il manquait des étrangers de l'autre côté. Diaz n'était pas là ce soir. Stallberg était là, je ne suis pas sûr. Non, pas ça. Rowe n'était pas là. Regardez, on a perdu contre la deuxième équipe de Zug. Puis, donc ça, des fois, ça fait du bien parce que de toute façon, le wagon est bien lancé. Une défaite, de temps en temps, c'est pas plus mal. Ils vont rien remettre en question. Je veux dire, il faut y penser, mais ils vont rien remettre en question. Je veux dire, ça va continuer de dérouler. C'est juste une façon pour l'entraîneur de dire, là, il faut travailler un petit peu plus fort. Et voilà. Allez, on va récapituler tout ça. Dans la joie et la bonne humeur, on vous l'avait dit. On a passé une très, très bonne soirée. Et on va vous rappeler les scores de la soirée ainsi que le classement qui en suit. La petite défaite à domicile, mais défaite quand même de Davos face à Zurich. Le succès aussi chichement de Genève face à Fribourg-Gotteron. La large victoire de Lugano face à Rapperswil. Et les succès à domicile de Langnau contre Berne et de Zug contre Bienne. Du coup, au classement, après cette 10e journée de disputée, Bienne reste quand même leader. Berne reste toujours à 4 points avec la défaite. Et on retrouve 3 clubs bernois devant. Au niveau des clubs romans, Genève 5e, Fribourg 7e et Lausanne 10e. Lausanne qui jouera demain du côté de Zurich. Voilà pour cette soirée. Merci beaucoup Gilles Menton d'avoir été en notre compagnie. Merci beaucoup. Florence Schelling, vous revenez quand vous voulez. Ça s'est très bien passé. C'était un plaisir pour nous de nous avoir dans notre émission. Et merci Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine. On vous rappelle donc le match de demain à 15h45 entre Zurich et Lausanne. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne et une très douce soirée. Profitez bien aussi de votre dimanche. Et on revient la semaine prochaine. Bye bye.